Alors parlons aussi d'un autre aspect du problème de diffusion des avis, c'est le problème du biais cognitif. Un biais cognitif, dit le dictionnaire, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement sur la base d'un dysfonctionnement dans le raisonnement. Alors c'est assez courant dans les argumentaires, notamment les argumentaires contre les écologistes, hein, et on tronque les éléments de réflexion, les données, et donc on fait des raisonnements faux, mais qui ont un aspect toujours très, très fort et asséné sur la tête des adversaires. Alors, un exemple, dans la pollution des élevages porcins et des poulets, nous avions démontré que les fientes des poulets, par exemple, évacuent beaucoup dans l'air ce qu'on appelle les ammonitrates, et que c'est assez dangereux pour la santé des éleveurs, notamment avec des problèmes d'irritation des voies respiratoires, et pour finir, de cancer. De même que dans les élevages porcins, la multiplication des poussières en atmosphère confinée permet, si j'ose dire, à l'éleveur d'avaler des poussières, mais aussi d'avaler tout ce qui est sur ces poussières, c'est-à-dire énormément de produits chimiques ou bactériens qu'il ne devrait pas respirer. Surtout que souvent les éleveurs ne rentrent pas dans leur élevage avec un masque. Donc peut-être maintenant le font-ils, je ne sais pas si les cochons peuvent avoir le Covid, mais en tout cas, à l'époque, c'était remarquable. Et ça peut donc être très agressif pour la santé. Alors on nous a répondu, « Ah oui, mais vous comprenez, c'est pas possible, ils fument. » Ah ben oui, d'accord, mais la population ordinaire aussi fume. Donc lorsque l'on fait une comparaison de données entre cette population d'éleveurs et la population ordinaire, il y a quand même une prévalence de ces maladies, et il est certain que dans les études qui ont été faites par la MSA à l'époque, les agriculteurs passaient au spiromètre le matin avec une bonne capacité pulmonaire, repassaient au spiromètre le soir et avaient une capacité pulmonaire diminuée de 50%. Donc il y a quand même quelque part un problème. Hein. Mais le biais cognitif est de dire « Ah ben oui, mais comme ils fument, on peut pas réfléchir ». Alors un second problème est aussi celui de la prise de connaissance, de la connaissance scientifique et de la conscience et de la réflexion du public. Ce qui n'est pas visible ne nous fait pas de mal, n'est-ce pas? C'est la grande idée, notamment pour les pesticides dans les eaux de boisson. Alors, le chemin parcouru depuis 1996 était quand même important. D'abord, il y a eu un effort de formation, d'information, de réglementation qui a été long et qui a porté ses fruits et qui a fait évoluer les comportements et la prise de conscience chez les jardiniers amateurs, chez de nombreux agriculteurs, auprès du public en général. Le public devient capable de mener des combats très durs contre l'usage de ces produits. Nous en avons plusieurs exemples et ce qui vient d'arriver avec les néocotinoïdes va encore le montrer, et ce que vous a dit le jeune homme là tout à l'heure à propos des pesticides le montre encore. Mais d'un autre côté, le problème n'est pas résolu. Les pesticides en quantité globale n'ont jamais été aussi forts et continuent à poser des problèmes, notamment des problèmes de pollution aérienne, alors que quand nous nous sommes intéressés à ce sujet, la pollution aérienne par les pesticides n'existait pas. Là, elle existe. Et donc nous savons mieux les risques carcinogènes de ces matières et leur danger considérable pour la santé publique, mais nos politiques ne parviennent toujours pas à les interdire au nom de problèmes économiques. De problèmes économiques qui sont moins causés par les insectes que par la surproduction internationale, jusqu'à fouler aux pieds la réglementation européenne. Donc désormais nous savons le mal que l'invisible peut nous faire, mais on tend à nous convaincre que ce mal est nécessaire à notre économie. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Le deuxième constat qu'on peut faire, c'est celui du silence du public. C'est-à-dire nous avons été très étonnés, et j'apprends aujourd'hui qu'il y en a quand même eu, de
de l'absence quasi totale de retour sur nos avis. Nous avons une fois un instituteur qui nous a dit les avoir utilisés avec sa classe, mais c'est à peu près tout. Donc nous nous sommes progressivement saisis nous-mêmes de questions qui nous paraissaient urgentes et importantes. En quelque sorte, nous sommes devenus lanceurs d'alerte pour le département. Et ça m'amène à la question de la réception de la connaissance scientifique par le décideur politique. Il y a beaucoup d'obstacles à la diffusion de la connaissance. Et ces obstacles sont bien connus. Le premier obstacle, c'est celui de l'autocensure. Les avis qui n'ont pas abouti à une publication, par exemple sur les glyphosates, font penser à une sorte de censure, carrément. Mais peut-être que de crainte d'affoler l'opinion, ou d'avoir des soucis avec les principaux utilisateurs, on préfère ne pas diffuser, on préfère ne pas en parler. Ce sont probablement les mêmes craintes qui ont dissuadé de publier l'avis sur l'ouvrage du docteur Girondin. Le faux et le vrai continuent par conséquent de courir dans l'opinion. Le second obstacle, c'est celui de l'impuissance. Impuissance des décideurs qui, pour résoudre ces problèmes, qui conduit à leur désintérêt. La connaissance est aussi peu répandue parmi les décideurs, peut-être moins répandue que dans le public. Et progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins d'écho. Par exemple, au compte-rendu de l'avis sur la microbiologie des eaux littorales, nous avions 3 élus du littoral. Alors que la réglementation européenne et française donne aux élus du littoral un rôle très important dans la prévention des problèmes d'infectation des coquillages. Et c'est très important pour le tourisme balnéaire, évidemment. Quand on peut dire qu'une plage est propre et ne vous rendra pas malade si vous mangez une huître, c'est quand même plus intéressant. La troisième série d'obstacles tient à des impératifs politiques. Effectivement, le conseil scientifique, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer des lobbies. Et notre affaire sur les algues vertes en 1999 le montre. Nous avions tout dit sur les algues vertes en 1999. Le danger pour les humains et les animaux, les risques qu'on faisait courir, et notamment les risques causés par la pourriture des algues et le H2S. C'était dit. Il n'y avait pas eu d'événement important, mais nous avions tiré la sonnette d'alarme. Or, je ne voudrais pas habiller l'ancien Premier ministre François Fillon d'un costume un peu trop grand pour lui, mais quand même, son autisme a quelque chose de grandiose. Lorsqu'il a lancé le comité d'enquête sur les algues vertes en 2009, donc 10 ans après notre avis, j'ai aussitôt envoyé un exemplaire de l'avis au préfet du département et au cabinet du Premier ministre. Je n'ai eu aucun accusé de réception, rien. Silence assourdissant, évidemment. Refus de prendre acte des avis du Conseil et refus d'intégrer dans le comité d'enquête le moindre membre du Conseil scientifique régional ou du Conseil scientifique départemental. On sent là un blocage, hein, c'est évident, de gens qui ne voulaient pas qu'on ait la parole sur ce sujet. Alors, le principal obstacle à la prise en compte de la connaissance scientifique est quand même plus que politique, il est d'ordre culturel. C'est que l'appréhension du temps et des priorités par des scientifiques, surtout en collectif comme il l'était, n'est pas la même que l'appréhension du temps par le décideur politique ou par le public lui-même. Nous, en fait, il faut que l'on distingue, attendez, il faut que je les retrouve, voilà, il faut que l'on distingue de la situation entre un conseil scientifique qui parle de la réparation des dégâts, qui n'envisage la solution au problème qu'à l'échelle de 15-20 ans. Pour les nitrates, par exemple, nous avions déterminé qu'il fallait au moins 15 ou 20 ans pour arriver à une diminution importante de ceci dans les milieux naturels, alors qu'en face, les professions politiques
elles n'ont pas le même pas de temps. C'est-à-dire qu'elles sont entre deux élections, c'est toujours très rapide, et on a toujours tendance à entendre celui qui demande, pour des raisons économiques, d'avoir encore un peu de temps. C'est-à-dire que moi j'entends depuis 40 ans une certaine agriculture, pas la totalité, une certaine agriculture, disons conventionnelle, qui pratique la phrase de Madame Dubarry sur l'échafaud. Encore une petite minute, monsieur le bourreau. C'est-à-dire qu'on va faire des efforts, et pendant ce temps-là, comme disait un scientifique que nous avions interrogé sur les nitrates, le niveau monte. Bon. Alors en conclusion générale, je voudrais introduire, comme je vous l'ai promis, 3 remarques, et ensuite les partager avec vous sous forme de questions et de débats. Première remarque, la connaissance scientifique, soyons bien certains de cela, contient ses propres limites. C'est le doute constructif, c'est le relativisme des hypothèses, c'est l'incomplétude des connaissances, et ce sont 3 choses qui accompagnent toujours les chercheurs, en tout temps. Car la science ne prétend pas rendre compte de la totalité du réel, seulement d'une partie, le sujet sur lequel elle travaille. L'élaboration d'un savoir exact sur un sujet demande du temps, demande du travail, des échanges critiques, de la modestie et de la retenue pour ne pas conclure trop vite, pour éviter justement les biais cognitifs, et pour surtout ne pas inférer des recommandations perverses. Alors, le scientifique prend le temps de faire la chasse aux biais cognitifs, alors que le politique multiplie les biais cognitifs pour être justifié dans ses décisions. Deuxième remarque, il faut faire une distinction entre la nature du travail d'un conseil scientifique tel que le nôtre et celle d'un conseil scientifique qui intervient sur une crise immédiate, comme nous en avons l'exemple actuellement. Dans le premier cas, le nôtre, il s'agit d'élaborer un tableau le plus exact possible des connaissances sur un problème de fond. Un problème qui est présent depuis de nombreuses années et dont la résolution sera forcément lente, mais certaine, si on prend les bonnes notes grâce à des arrêtés d'interdiction par le préfet. Autrement dit, nous avons pu nous appuyer sur des connaissances scientifiques bien établies qui fondaient une réglementation déjà. Dans le second cas, celui d'un conseil agissant dans l'urgence, celui de notre situation sanitaire, nous sommes un peu dans l'attitude des médecins médiévaux face à la peste. Ces médecins pressentaient beaucoup de choses sur la contagion et ne pouvaient réagir qu'empiriquement dans leurs conseils au gouvernement urbain. Car c'est la différence avec notre époque, ils ne possédaient pas les données de l'esprit données par l'esprit scientifique et n'avaient aucune idée de ce qu'est un agent pathogène. Aujourd'hui, nous avons ces clés qui permettent de mener de front des mesures de prévention et la connaissance scientifique de la maladie. L'empirisme s'est déplacé depuis les explications théoriques qui ne sont plus aussi mal foutues, vers des essais thérapeutiques et des mesures de précaution qui sont toujours un peu au petit bonheur la chance. Faisons ça, on verra bien. Il semble que si on met un masque, il y aura moins de contamination. Bon, ça, on constate qu'effectivement il y en a moins dans ces cas-là, mais ce n'est pas pour ça qu'il y en a plus. Il s'agit de proposer des mesures immédiates sur le vif, dans l'incertitude totale. Incertitude sur la connaissance de la crise et sur le comportement des facteurs dangereux. Et pas d'expérience vraiment pour guider les décisions. Le risque du biais cognitif est constamment présent, et donc on ne peut lutter contre que grâce à un esprit critique et à la méthode du consensus. Les questions scientifiques évoluent au jour le jour, et l'efficacité des mesures préconisées ne peut pas être garantie. D'où des mesures de précaution qui peuvent paraître très, sinon trop, larges. Je vous rappelle quand même que du temps de la peste noire, 1346-1352, un peu dans toutes les villes, notamment à Gênes et Marseille, les cabaretiers et les marchands protestaient très fortement contre les mesures de quarantaine contre la peste noire, parce que c'était mauvais pour leurs affaires. Bon, la continuité du monde est quelque chose de merveilleux, il faut s'en réjouir.
Alors, d'où l'étonnement du public aujourd'hui devant des mesures évolutives et incertaines, surtout quand le public espère dans une vision magique de la science. Il espère une décision définitive, une mesure définitive, efficace à 100%. Donc, les individus revendiquent, pour pouvoir travailler ou vivre comme ils l'entendent, au nom de la liberté, alors que ça revient en fait à faire courir un risque énorme au plus grand nombre. Notons alors deux évidences. La première, c'est que le trait commun entre les scientifiques, les décideurs politiques et le public, c'est l'incertitude. Il faudra vivre avec, en faisant confiance à la raison, au savoir, à la précaution. La seconde, c'est que dans la crise actuelle, nous assistons à la bascule d'un problème fondamental d'environnement, la destruction des forêts tropicales et la libération des virus inconnus, à un problème de crise urgente sanitaire dont la cause initiale est environnementale. Vouloir résoudre les problèmes fondamentaux de l'environnement nous protégerait sans doute de futurs graves problèmes de santé publique. À tout le moins, nous permettrait d'anticiper l'apparition de nouveaux dangers, ce qui nous ramène à la nature de nos avis. Troisième remarque de cette conclusion, la question est posée. Comment communiquer un résultat sans être certain du degré de compréhension par le public, dont la formation scientifique est souvent très pauvre ou trop spécialisée, tout en disant que ce résultat, par ailleurs, n'est ni définitif ni une vérité d'ordre religieux. C'est pourquoi, de mon point de vue, la formation scientifique de base des citoyens et la bonne vulgarisation des connaissances scientifiques sont des enjeux majeurs de notre époque. Il faudrait mettre le paquet là-dessus. Alors de là à remplacer la devise nationale par le principe de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, il y a un grand pas que j'hésite encore beaucoup à franchir. Donc je vous remercie de votre écoute et je vous laisse la parole en espérant ne pas vous avoir ennuyé. La publication, sauf le texte définitif remis au Conseil général. Après, je savais je recevais le papier et puis c'est tout. Donc je savais qu'il était diffusé, mais je ne savais pas exactement où ni comment, et probablement oui qu'il est aux archives départementales. Il faudrait vérifier là encore. Oui, vous avez fait allusion depuis 40 ans à la minute que demande un certain nombre de gens pour ne pas appliquer les recommandations du comité scientifique. Alors personnellement, donc vous avez aussi mis en quelque sorte la responsabilité des administratifs du département pour ne pas avoir suivi vos conseils. Moi personnellement, je n'ai pas travaillé au département, donc je ne peux pas porter de jugement là-dessus, mais ayant travaillé avec les services de l'État 10 ans avant, où les mêmes problèmes se posaient déjà, je pense que, sans vouloir justifier les fonctionnaires, je pense que quand même, qu'ils sont évidemment très très sensibles aussi des raisons d'avancement, de choses à ne pas déplaire à leurs supérieurs, je pense quand même que la principale responsabilité vient de l'influence que les politiques ont sur leur travail finalement. Et plus d'ailleurs le politique est proche du fonctionnaire, plus il a de l'influence. Et je pense que sur le département, ça doit être très très fort. D'ailleurs, j'ai connu déjà 10 ans avant un certain nombre de ces responsables administratifs du département qui travaillaient sur ces questions. Et je dois dire que 10 ans avant, ils avaient effectivement des idées qui étaient très ouvertes sur le sujet. Alors que 10 ans après, ils aient évolué, c'est pas exclu, mais je pense que ça vient aussi beaucoup de la pression du politique, qui évidemment, lui-même, était sous l'influence directe de l'économique, c'est-à-dire de l'agroalimentaire du département. Oui, oui, je ne dirais pas le contraire de ce que vous venez de dire. Je n'ai pas voulu dire, d'ailleurs, je n'ai pas voulu jeter l'opprobre sur les services administratifs.
Simplement, c'était un constat comme celui que vous venez de faire d'ailleurs, qu'il y a une espèce de, entre guillemets, corporatisme entre les services, les politiques, les lobbies extérieurs, pour qu'on aille dans un certain sens et pas dans un autre. Les politiques reconnaissent eux-mêmes, d'ailleurs, lorsqu'ils sont convaincus qu'il faut prendre en compte l'environnement plus sérieusement, ils reconnaissent que ce n'est pas facile et que c'est quasiment révolutionnaire, quelquefois, que d'exiger, par exemple, que l'on développe l'agriculture biologique. Bon. Donc, il est certain qu'ici, on a des convergences très fortes entre des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qu'il y a des individus convaincus du contraire et qui luttent pour une meilleure prise en compte de l'environnement. Ça, c'est évident, j'en ai rencontré aussi beaucoup comme vous. La question est en fait la question des institutions face aux problèmes qui nous secouent aujourd'hui. C'est-à-dire que les institutions, du fait de toutes ces pressions subies, sont très lentes à réagir et à prendre les décisions qui conviendraient, et n'aiment pas trop non plus le débat public là-dessus, parce que, justement, le débat peut être faussé, n'est-ce pas? Certaines choses peuvent ne pas être prises en compte, alors il vaut mieux pas trop approfondir. Donc on fait, en fait, vous et moi, on fait le même constat par expérience. Et on voit bien la différence entre l'institution et les individus qui la composent. Mais maintenant, il faut quand même bien avoir à l'esprit que en matière, dans ces questions d'environnement, il y a urgence. C'est urgentissime. Et régler des problèmes secondaires comme ces problèmes de relations entre lobby et politique, c'est bien gentil, mais c'est un petit jeu dans un coin de la cour, pendant qu'ailleurs, l'urgence se fait de plus en plus urgente. Et je pense que les problèmes liés à la situation sanitaire aujourd'hui vont faire réfléchir beaucoup de monde là-dessus. Tant mieux. Ça fait réfléchir, mais ça sert d'écran pour plein d'autres choses, malheureusement. Comment? Je disais que malheureusement, la situation actuelle, le Covid, ça sert d'écran pour plein de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Oui. Parce que vous vous rappelez le ministre de l'Environnement brésilien qui dit en pleine rencontre et filmé, de toute façon, tout le monde regarde vers le Covid, allons-y, par rapport à la déforestation, etc. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Je veux dire, il y a, par exemple, là, on a parlé des inondations qu'il y a eu ici dans les Alpes-Maritimes qui étaient dramatiques. Je voudrais le micro tout à l'heure, mais chacun son tour et c'est moi qui distribue. Ah, pardon. Mais... Bonjour, merci pour l'intervention, c'est passionnant. J'ai deux questions. C'est actuellement sur les acteurs du territoire, on pense à l'ARS, l'ADREAL, il y a la préfecture, notamment hors commanditaire initial au niveau du Conseil général. C'est la réaction et la diffusion du document, ils étaient connus par ces institutions-là ou celles qui les précédaient, et les réactions étaient les mêmes justement par rapport à ce qu'on vient de dire. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est des conseils scientifiques comme les vôtres. Vous parliez d'autres départements, Morbihan, Finistère, avec des problématiques similaires, voire plus importants, vous évoquiez ça. Comment était leur mode de fonctionnement? Est-ce qu'ils se sont arrêtés comme le vôtre? Est-ce qu'il y avait des synergies, notamment pour porter des dossiers, notamment de manière, entre guillemets, un peu plus virulente et pour les faire sortir un peu plus? Comment ça se passait dans les autres départements? C'était ma deuxième question. Alors, il y a un autre département qui avait un conseil scientifique de l'environnement qui était quasiment mort au moment où on a démarré le nôtre. Il a duré un peu, puis ça s'est étiolé. Et il y avait un deuxième conseil scientifique très actif et important, qui était le conseil scientifique régional de l'environnement, le
et qui a été fondu, et j'allais dire noyé, dans un conseil plus large. C'est un peu ce qui a failli nous arriver dans les Côtes-d'Armor. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on m'a demandé si on ne pouvait pas transformer le Conseil scientifique de l'environnement en Conseil de l'économie et du développement durable. Je suis désolé, c'est pas le même sujet. Les problèmes d'environnement faisant appel à la connaissance scientifique, ce sont des problèmes tout à fait particuliers, bien délimités, qui n'ont rien à voir avec un discours d'ordre administrativo-politique sur une politique de développement. Ça relèverait plutôt d'un conseil économique, social et environnemental que l'on espérait voir naître dans les Côtes-d'Armor, comme il en existe dans l'Essonne ou dans l'Aude, et qui permet effectivement à un conseil général d'avoir des orientations, puisque ce n'est qu'un conseil, des orientations d'ordre politique pour l'avenir. Un conseil scientifique de l'environnement, comme celui de la région ou le nôtre, ce n'était pas un conseil qui donnait des orientations, c'est un conseil qui fait le point sur une problématique donnée, par exemple les algues vertes, et qui dit ce que l'on sait de par ailleurs dans le monde sur le sujet, de ce que l'on sait par la connaissance scientifique, et dit logiquement, voilà ce qu'il faudrait faire. On sait par exemple qu'en matière d'algues vertes, il faudrait diminuer très fortement les nitrates dans l'eau des rivières pour que ces algues soient moins nourries et diminuent en quantité. Elles ne disparaîtront jamais. L'ulve est désormais une plante qui vit dans le milieu naturel et qui existera toujours. Mais qui existait sans doute avant que le phénomène apparaisse, hein, c'est évident. Donc, ce n'est pas une question d'existence de la plante, c'est une question de développement de la plante. Or, on a constaté des choses assez gênantes à l'époque. C'est que, par exemple, sur la baie de Saint-Efflam, il y a un ruisseau qui alimente la baie de Saint-Efflam. Un ruisseau. Et ce ruisseau est coupé en deux par un marais. Donc tous les élevages qui sont en amont ont des effluents qui passent par le marais et qui sont donc en grande partie épurés de leur nitrate par le marais. Donc la partie du ruisseau entre le marais et la mer n'est pas du tout agressive. Et pourtant, on a un problème d'algues vertes dans la baie de Saint-Efflam, parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent que cette alimentation en nitrate. C'est l'éclairement, le soleil, c'est la blancheur du sable, qui forme ce qu'on appelle une albédo, c'est-à-dire que ça répercute la chaleur du soleil beaucoup plus que le soleil lui-même. Et par conséquent, la chlorophylle des algues vertes se développe très facilement, d'autant qu'il y a suffisamment de nitrate quand même pour la nourrir. Donc, parce que l'accumulation des nitrates, c'est autre chose que le flux des nitrates. Vous pouvez avoir un flux à 30 mg litre, si c'est constant et pendant des années, au bout d'un moment, il y a une accumulation qui joue. Donc, cette situation fait qu'on pourra, en faisant de gros efforts, diminuer le phénomène des algues vertes, et il faudra vivre avec, peut-être moins durement et moins chèrement qu'actuellement. Voilà. Alors, quand on nous dit les algues vertes, cette année, il n'y en a pas, ou les algues vertes baissent, alors là, excusez-moi, mais c'est du pipeau, c'est dû à des conditions météorologiques. Tout tient en fait au rapport entre le moment où les agriculteurs vont mettre des nitrates sur leur terrain, le moment où il va pleuvoir, ou le moment où il y aura du soleil. C'est tous ces éléments-là qui vont faire qu'à un moment donné, ça va exploser. Et vous pouvez très bien, à la mi-juin, dire « Oh, chouette, cette année, il n'y a pas d'algues vertes », et les agriculteurs de se réjouir en disant « Vous voyez, on a fait des efforts, hein, il n'y a pas d'algues vertes », et 8 jours après, vous en avez des tonnes. Donc,
Je sais pas, je me suis un peu égaré dans la réponse, excusez-moi. Et au niveau des acteurs, et au niveau des acteurs de Oui, l'époque, alors, je pense à l'ARS et l'Adréal maintenant, qui sont à un autre niveau que le département, mais quels étaient les acteurs de l'époque et comment ça réagit? Alors, les acteurs de l'époque, c'était l'ODE, l'Office départemental de l'environnement, était coprésidé en fait par le préfet et par le président du conseil général. Donc les services de l'État étaient informés, mais n'étaient pas les acteurs principaux. C'était les services du département qui organisaient les choses et qui organisaient la diffusion des avis. Mais j'avoue que j'ai jamais entendu un service de l'État m'interroger sur nos avis ou ce qu'on allait faire ou pourquoi on allait le faire. Jamais. Oui, je rebondis sur cette question des acteurs en jeu aujourd'hui. En Bretagne, on sait bien qu'on a un problème tout particulier avec l'agriculture, puisque c'est quand même la première région agricole française. Et, comment dire, Magali Bourblanc a publié en 2019 un livre issu de sa thèse de doctorat, intitulé 30 ans de lutte pour la qualité de l'eau en Bretagne. Et cet ouvrage a ceci de remarquable qu'il démontre, qu'il analyse, qu'il étudie par le menu les relations entre le lobby agricole et les pouvoirs publics, les autorités publiques, le préfet, ceux qui font la réglementation. Elle démontre notamment que la profession agricole a tout fait, d'une part, pour concentrer l'attention, concentrer les débats et donc concentrer la réglementation sur la problématique de l'azote, d'une part. D'autre part, donc on parle d'azote, mais on ne parle pas de pesticides, on ne parle pas de métaux lourds, on ne parle pas de résidus médicamenteux, etc. etc. Deuxième chose, cette réglementation est d'une complexité voulue, délibérément complexe, parce que plus c'est complexe, plus c'est facile à contourner, plus personne s'y retrouve. Troisième chose, à chaque fois qu'on rajoute une couche de complexité, qu'on leur impose une obligation de moyens et pas de résultats, par exemple, on ne leur dit pas « Ah ben, il ne faudra pas qu'il n'y ait plus de temps d'azote dans le ruisseau qui sort de votre exploitation », on leur dit « Non, à tel niveau de production, il va falloir construire une unité de dénitratation. C'est ce qu'on appelle une obligation de moyens et pas de résultats. Mais à chaque fois, pardon, j'étouffe un peu, mais à chaque fois, ils disent « Ah ben oui, mais alors il va falloir nous aider, nous subventionner ». Et puis, ils profitent de cette subvention pour s'agrandir. Et ça fait donc 30 ans qu'on est dans cette logique où c'est le lobby agricole qui mène la danse s'agissant de la réglementation. Et donc, on continue à aller exactement dans la même direction et la situation s'aggrave. Et je pense que Yves, qui a travaillé dans les services de l'État, en sait quelque chose, et de cette complexité voulue, et de du fait que le lobby agricole mène la danse. Et aujourd'hui, je dirais pour conclure, on constate quand même que le vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture n'est autre que M. Olivier Alain, ex-président de la FDSEA 22, ex-président de la Chambre d'agriculture 22, et c'est lui qui fait la politique agricole du conseil régional de Bretagne. Donc je vous recommande vivement la lecture de 30 ans de lutte pour la qualité de l'eau en Bretagne de Magali Bourblanc, paru en 2019. C'était plus une contribution qu'une question. Merci. Merci. Oui, je peux vous dire qu'en 1975, avec le professeur Lefebvre, j'encadrais un mémoire d'un étudiant sur les nitrates dans les eaux bretonnes. Donc, je suis bien de votre avis qu'il y a effectivement là une volonté professionnelle et politique. Après tout, volonté professionnelle, c'est leur droit. Mais en face, l'autorité publique, qui se chargeait notamment de la santé et de l'environnement, aurait pu être peut-être plus offensive contre eux. Et c'est vrai, l'analyse est juste. On demande constamment des normes, on élève les normes, et les normes sont l'objet de subventions, et de subventions, etc. Donc,
je pense que ce soit en matière de nitrate, que ce soit en matière de pesticides, de métaux lourds, de résidus médicamenteux, je vous rappelle que nous voulions en parler, eh bien, le niveau monte. Le niveau monte et là, il va falloir une réaction citoyenne. Mais là, nous sommes dans le domaine militant. Je ne suis plus... Je peux être d'accord avec vous, mais je ne suis plus dans le domaine de l'exposé scientifique que j'essayais de faire. On va bientôt terminer. Je vais prendre une dernière question à laquelle je voudrais répondre rapidement. Il va bientôt être 16h. On va passer à la seconde partie de la journée. Une dernière question. Non, je sais pas. En fait, c'est pas directement une question. Et ce qui me choque, en fait, c'est que je sais la responsabilité de l'agriculteur, mais en fait, au-dessus de lui, bon, il y a les coopératives, il y a comment ça s'appelle, les chambres d'agriculture, mais je crois que les problèmes, ils viennent de bien plus haut que ça. C'est tous ceux qui ont intérêt à ce que ça continue. Moi, je les appelle les chimiquiers, enfin ceux qui fabriquent les pesticides, etc. C'est tout un système. Oui, la pollution, elle vient pas que d'eux. Je trouve pas juste parce qu'en fait, on oublie toutes les autres pollutions. Par exemple, moi, je connais la plage, c'est les Rosaires, et c'est la plage... non, l'autre. Tournemine. Moi, j'aimais bien aller ramasser les coquillages. À un endroit, il y a un ruisseau qui descend, qui va à la mer. En été, vous pouvez presque pas aller, ça pue et tout, mais il n'y a pas forcément des agriculteurs juste en dessus. Par contre, il y a des maisons. Il y a combien de maisons ici en Bretagne qui ont les fosses septiques et tout, qui ne sont pas aux normes? C'est une catastrophe, tout ça, on n'en parle pas. Il y a toutes les autres pollutions. Urbain que vous avez cité. Et là, c'est même mais moi, ce qui m'intéresse ici, si vous voulez, c'est pas de dire il faut dans tel domaine. Je constate effectivement qu'il y a des difficultés. Je constate les problèmes d'environnement. J'essaye, sur une question qu'on nous pose, j'essayais, parce que c'est au passé qu'il faut parler, de faire le tour de la question, donner un avis. Maintenant, à partir de là, eh bien justement, et c'est là que je m'interrogeais tout à l'heure sur l'efficacité des avis, un retour du public, un retour des associations, ça veut dire aussi une action des publics et des associations, ça veut dire une prise de conscience par les décideurs politiques et par les décideurs administratifs, ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Bien, je vais devoir vous remercier. Merci beaucoup. Bravo.